Donc, les leçons de cinéma ONF Sommet qui se poursuivent. C'est magnifique vendredi après-midi, lors desquels nous avons l'occasion d'en apprendre un peu plus sur un réalisateur ayant un projet en cours de réalisation. C'est chaque fois des rencontres inspirantes, des rencontres étonnantes avec donc des cinéastes ayant une œuvre en cours de réalisation à l'Office national du film du Canada. Et cette rencontre, moi là je parle personnellement, est assez spéciale parce que j'ai eu le plaisir d'enseigner l'histoire du cinéma d'animation à Alex Boya à l'Université Concordia en 2013. Et j'avais remarqué qu'Alex était un garçon plein d'idées. En fait, ça bouillonnait de toute évidence dans sa tête. Donc, Alex poursuit donc ses réflexions. Il est maintenant artiste, réalisateur. Nous avons tous très hâte de voir cette leçon de cinéma et l'aboutissement donc de son travail actuel. Mais tout d'abord, j'aimerais inviter Jelena Popovic, productrice à l'animation anglaise. Jelena me regarde avec un de ses regards. Productrice à l'animation anglaise de l'ONF, à venir vous dire quelques mots. Jelena, tu peux me parler aussi. Merci Marco, merci pour cette belle collaboration qu'est l'ONF Le Sommet, initiée par Julie Roy, je pense. Et j'ai eu le plaisir il y a quelques années de cela à me retrouver l'invité d'une classe d'animation à Concordia, à l'école d'animation. Et parmi les... c'était des travaux d'une minute, je pense, à l'époque, au stade d'animatique, il y avait quelque chose de bouillonnant, comme Marco le dit. Donc, j'ai vu en fait l'animatique d'Alex Boya qui m'a mise à l'envers. Elle est complètement sans souffle. Et alors, je l'ai invité fortement à appliquer au programme de Hot House, qui est le stage rémunéré pour les cinéastes émergents d'animation à l'ONF, au programme anglais, au studio d'animation du programme anglais. Et Alex a appliqué, et son film Focus a été produit par ma collègue Maran Mohammadian il y a 3 années de cela. Puis il a eu le prix, en fait la mention spéciale de l'Institut canadien du cinéma à Ottawa en 2016. Et suite à ça, Alex a proposé un projet qui s'appelle Turbine, dont il parlera plus en détail et que nous sommes en train de terminer imminemment, en fait. On mixe le 15 mars. Alors, je pense que l'ONF est... on est tellement chanceux, en fait, d'avoir cette occasion d'avoir des gens comme Alex et comme tous les autres cinéastes qui ont présenté et qui vont présenter dans le cadre de ces leçons de cinéma, vraiment de les encadrer, enfin d'être là pour faire quoi que ce soit qui est nécessaire en fait pour les aider à fleurir et devenir les orchidées. Voilà, là, tout le concept de Hot House, parce qu'Alex, c'est en fait vraiment comme presque la plupart en fait, de cinéastes avec qui on travaille, issus du projet Hot House. Puis on est très fiers. Voilà, Alex, c'est à toi en fait. Merci, Jelena. Merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment un plaisir d'avoir tant de gens ici. Comme on disait, c'est vraiment intéressant parce que la pâte est encore... Oui, je connais les pâtes. Donc,
Donc c'est ça, c'est plus grave comme moi. Donc si la pâte est encore très chaude, le film est presque terminé. Donc c'est très bien, c'est encore très vivant, très nouveau dans ma tête. Et c'est une opportunité pour moi de pouvoir parler très honnêtement et de manière très spontanée sur un projet qui est très nouveau. Bon, donc salut, moi c'est Alex. J'aime dessiner. Je le fais depuis que je suis bébé. Ça, par exemple, c'est un poisson. De fois orange, de fois bleu. Donc, passons aux choses sérieuses. 20 ans plus tard, là, je suis intéressé avec la technologie et tout ce qui entoure ce thème, et toujours avec le dessin. Moi, je suis né en Bulgarie. Ma famille a émigré quand j'étais bébé, en 1993. Ça, c'est une de mes scènes préférées de Soylent Green. Je pensais que c'était une bonne visualisation. Donc ici, nous voilà 4 au Canada. Ma mère, Daniela, ici. Mon père, Petio, Nicolas et moi. J'ai l'air d'une fille ici, mais c'est moi, c'est Alex. Mon développement à Montréal. Donc mon développement ici à Montréal peut vraiment se résumer dans le mot multiculturalisme, dans le sens où, de manière très chaotique, j'ai appris l'anglais, le français et le bulgare en même temps, dans cette métropole dynamique. Donc le tout s'est fait de manière très, tout de suite, de manière précipitée. Et c'est un peu comme une mosaïque de plein de mots à un très jeune âge, entre l'anglais, le français et le bulgare. Mes parents, donc j'ai une famille d'artistes. J'ai pas vraiment vécu le drame d'être incompris par ses parents dans cette carrière, dans le sens où la pomme n'était pas tombée trop loin de l'arbre. Ma mère est peintre incroyable, ainsi qu'illustratrice pour les livres d'enfants, ici à Montréal. Mon père, il est un artiste conceptuel et on travaille dans différents secteurs, toujours en préservant une intégrité créative que j'admire. Ils sont tous deux une source d'inspiration pour moi et mon exemple de persévérance qu'on veut faire ce qu'on aime. Quand j'étais petit, j'étais le modèle vivant de ma mère pour ses croquis. Je mettais même des costumes et des chapeaux pour qu'elle me dessine dans ses livres. Et voilà, ça c'est mon frère Nick, et ça c'est moi, Alex. Donc, je dessine avec la main. C'est mon essence directe sur papier, que ce soit au crayon de cire Crayola à la garderie ou maintenant au studio d'animation. C'est toujours la même chose. Ça reste immédiat, naturel. Comme médium, vraiment le dessin sur papier. La pieuvre aurait une conscience répartie entre le cerveau et un système nerveux placé dans chacune des 8 tentacules. J'aime croire que moi aussi j'ai un cerveau indépendant dans ma main gauche. La mémoire procédurale est une forme de mémoire à long terme implicite qui permet la motricité automatique. Dans le cas des procédures de dessin, elles sont d'abord traitées par la mémoire déclarative puis sont intégrées dans la mémoire procédurale. Ça se fait grâce à la répétition intense et la pratique. Moi, je dessine depuis que je suis petit, alors c'est très automatique. Ce sont pour moi des hiéroglyphes kinésiques que ma main apprend de manière indépendante. Et la main construit la forme sur papier en accumulant des morceaux de mouvement. Je suis certain que c'est le cas de plusieurs d'entre nous ici. Ça rend l'animation et la perception d'espace plus efficace que si j'approchais le problème avec le cerveau visuel. C'est donc avec la motricité que ça se fait pour moi. L'animation est une forme de raisonnement, donc pour moi, un choix linguistique pour parler de notre esprit, c'est pour moi un terrain d'échantillonnage. C'est plus inattendu et intéressant qu'on croirait, car l'animation s'avère invisible en mémoire des processus internes du cerveau. Donc c'est vraiment une opinion personnelle. À mon avis, c'est là, dans cette réflexion miroir, qu'un thème déduit son essence lorsqu'il est animé, car l'objet n'existe pas ailleurs que dans les interstices invisibles entre les cadres. Ça sonne familier, ainsi que nos réflexes d'interprétation automatique en disent plus sur comment nous percevons un thème que l'image statique. Donc l'image, c'est plutôt un miroir de notre propre interprétation qui se fait entre les cadres. Donc bien sûr, je vais citer McLaren,
qui est bien sûr une inspiration. L'animation n'est pas l'art de dessin qui bouge, mais l'art des mouvements qui sont dessinés. Ce qui se passe entre chaque image est beaucoup plus important que ce qui existe sur chaque image. L'animation est donc l'art de manipuler les interstices invisibles qui se trouvent entre les cadres. Je garde ça en tête, mais j'ai l'impression qu'on entend souvent ce qu'on veut. Dans une citation, son interprétation dépend de l'époque dans laquelle on vit. Et souvent, on vient un peu, de manière très plastique, interpréter les citations comme il entre dans notre travail. Puisque l'événement dépend des ponts cognitifs que négocie l'audience à un rythme instinctif, souvent à 24 images par seconde, c'est donc pour moi la fiabilité des interstices entre les cadres. Et c'est ce qu'on appelle impartition, disons le langage d'entreprise, outsourcing, les gens y appellent ça externalisation, et ainsi de suite. La responsabilité est mise sur l'audience, d'une manière. Donc, les ponts cognitifs qui se font à 24 images par seconde, c'est souvent, selon moi, avec l'observateur. C'est un peu extrême comme chose à dire, mais souvent, je dirais que le cinéaste, c'est plutôt celui qui regarde. Donc, l'audience vient un peu faire un cocktail de toutes ces interprétations qui ont été, et de toutes les idées qui viennent avant de même s'asseoir et de regarder le film. Donc, dessiner, le comment, c'est dessiner, mais le quoi, c'est beaucoup plus compliqué. Trouver des sujets à explorer. Moi, mon parcours personnel, c'est le rêve. Et j'ai creusé un peu un puits dans l'inconscient pour trouver des idées et les illustrer via le médium de l'animation. Je crois que notre cerveau est parfois un satellite qui peut dépouiller au sens vibrationnel les énergies d'ailleurs. Je pense que chacun d'entre nous peut faire ça de sa propre manière, comme par secret. Quand je rêve, je ne pense pas avoir un regard interne, mais plutôt un regard de conquête vers des endroits à l'extérieur du cerveau. Justement, voici un rêve parmi d'autres. Turbine, l'homme aérodynamique, être transactionnel, se proclamant d'une prochaine phase évolutionnaire. Dans ce rêve-là, Turbine m'avait chuchoté un message à l'oreille. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que ce n'était que le son monotone d'un radiateur. Ça, on y reviendra bientôt. C'est un peu tôt, mais juste vous prévenir. Donc, j'ai eu la chance de travailler à McGill, l'université McGill, quand j'étais étudiant, notamment en tant qu'illustrateur médical pour un département de communication interne. Ça a été le coup de foudre dans le sens de vraiment venir découvrir le monde qui est à l'intérieur de nous, finalement. Après ça, j'ai fait mes études en animation à Mel Oppenheim, Concordia. Alors ça, c'était bien sûr une école incroyable. Là, j'ai fait Rite de passage, le premier film que j'ai montré à Yelena quand elle était de passage à Concordia. Okay. In a second, I am going to, you are going to listen to the article, okay, so you're going to hear it, and then you will have a few seconds to answer those questions. So, I'm going to start now. Supermarkets are always looking for new ways to make us spend more money. So here is some advice to help customers save money. Number 1, plan your meals a week in advance. If you do this, you will only buy what you really need, and you will also waste less food. Number 2, choose a supermarket brand instead of a normal brand. So for example, if you do your shopping at Tesco's supermarket, you should try Tesco's Cola instead of Coca-Cola. Number 3, do not go shopping when you are hungry. Number 4, do not buy everything you need at the same shop. To get the best value, you will have to shop in more than one place. You should do some research to see which products are the cheapest in each shop. Number 5, look very carefully at the special offers, because they are not always cheaper than the regular prices. In 2011, the BBC investigated special offers in supermarkets, and they found examples of supermarkets with special offers which were not in fact a real reduction in price.
You should only buy large quantities of a product at a cheaper price if it is something that you really need. Number 6. Go shopping later in the day, because that is often the time when supermarkets reduce the prices of fresh food. And finally, number 7. Don't waste food at home. Make sure that your fridge is at the correct temperature, between 0 and 5 degrees Celsius, and try to consume fresh food before the use-by date. Okay, so that is the end of the article. Okay, so if you would like to listen to that again, then you can click here on the screen and you will go back to the article again. And if you have finished, then simply wait 10 seconds. Voilà. Petit passage. Donc, dans ce film, un corps glisse, jamais stagnant, est toujours en train de devenir. Il est broyé dans le rite de passage. Sa première a été en fait ici à la Cinémathèque québécoise pour le Festival Fantasia, secteur Animation Québec 2013, ticket pour l'inconscient. Donc, c'était vraiment on dirait, disons, je dirais pas une anthologie, mais une collection de films qui viennent parler un peu de ce qui est intangible, inconscient. Alors là, ionisé par tous ces nouveaux outils d'expression, mon parcours artistique s'est heurté avec la science. Et de là naquit le fameux expressionnisme médical. C'est vraiment hypnotisant. Donc, l'expressionnisme médical n'existe pas vraiment dans les livres. C'est vraiment quelque chose qui a été inventé. J'ai inventé ce terme-là. C'est pas vraiment, disons, quelque chose qui est officiel. Elle prend inspiration directe de certains raisonnements de Norman McLaren qui m'ont interpellé, l'art de jouer avec les interstices invisibles entre les cadres. Il œuvrait dans un environnement particulier, celui de l'ONF, un laboratoire, je pense, d'exploration sensorielle, et cela sous ton animation. Nous sommes d'une manière des sensonautes, astronautes des sens. Ainsi, dans ce laboratoire, c'est inévitable que beaucoup d'autres animateurs viendront jouer avec le carré de sable invisible qui se trouve entre les cadres. Moi, je me suis tourné vers notre troisième œil, en direction presque divergente, je pense un peu, avec les projets mainstream, disons, de réalité virtuelle, qui viennent nous entourer avec un événement externe et qui se fie aux deux yeux, finalement, pour interpréter une réalité qui souvent veut essayer d'être le plus photoréaliste possible. Donc, d'une manière, l'idée, c'est vraiment de mettre le point de transaction entre l'audience et le stimuli externe à une autre place. Donc, dans la logique de rêve, dans ce qui se passe après la transaction entre les deux yeux. Donc, pour expliquer un peu plus en détail, et je peux vraiment y revenir plus tard si ça vous intéresse, on a souvent la présence et l'absence de visualisation. Donc, quand on regarde par exemple une illustration, c'est une manipulation entre la présence et l'absence d'éléments positifs et négatifs sur l'image. Donc, on manipule l'image. Mais quand on joue avec des images médicales, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver le sens, dans le sens, le ton instructionnel d'une image médicale, mais hors contexte. Et le conflit qui se fait entre ce qu'on veut anticiper et ce qu'on voit, la manière que c'est utilisé avec le son, c'est là que l'histoire se fait. Donc c'est le conflit entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, d'une manière. Dans tous les cas, cette technique a servi pour attaquer, donc pour commencer à travailler plus en détail et essayer de faire des projets. J'ai pu essayer cette technique avec le premier film à l'ONF, Focus. Donc, Focus a été produit dans le cadre de la 10e édition du programme Hot House à l'ONF. Qu'est-ce que ça représentait pour moi? Quelque chose d'incroyable. En 3 mois, avec le support de l'équipe ONF et Chris Landreth, 8 réalisateurs ont pu produire un court-métrage de 1 minute. Mon film était un voyage dans une minute à bord d'un panier dans le centre commercial cérébral du trouble du déficit d'attention.
Ce film dessiné à la main, sans table lumineuse, est inspiré de la voix d'une vidéoblogueuse qui court les magasins. L'idée était de faire un documentaire en dévoilant les convulsions mentales d'un réalisateur en animation qui ne peut pas se concentrer sur ce qu'il doit animer sur papier. Un peu comme une frénésie de magasinage, d'où vient l'analogie avec l'idée de consommation. Mes motivations étaient alors de maintenir la nature spontanée d'un documentaire, mais dans un médium control freak, l'animation traditionnelle à l'encre, avec des dessins finement calculés, avec autant de photoréalisme qu'il se peut dans un projet de 3 mois. Là, je vais vous montrer Focus. Found sound. Sound. Found sound. Found sound. Found sound. Hey guys, what's up? I just wanted to share with you some home products that I've purchased. If you guys would like to see the items that I'm purchasing for my apartment, definitely leave a comment or, so I'm just gonna get right into it. Now, this item is a basket that I leave on top of my toilet. And normally what I do is I place these napkins in there, which can be considered hand towels. Now, these are $1.99. Now, this next item I did get for $2.99. Just because Now, the next item I got was a picture for $12.99, and it says, "All my love, all my life." And I have other pictures with this same border, and I love it. Right in my style for my apartment. Donc, les troubles de déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité controversée, à plusieurs niveaux. Donc, le thème. D'une part, l'existence du trouble lui-même, dont la nature comportementale est remise en cause, et d'autre part, les solutions chimiques administrées à des enfants. Sommes-nous en train d'administrer des solutions cosmétiques en attaquant les symptômes à des problèmes structuraux? Problèmes structuraux comme peut-être la surconsommation de médias qui prônent une gratification instantanée. Donc, au point du film Focus, je n'étais pas encore en mesure de réfléchir, mais j'observais les symptômes d'une cause non identifiable, peut-être technologique. Ce symptôme, c'est le réflexe de procéder nos pensées de manière fracturée, comme une mosaïque de la pensée. Est-ce que les appendices du corps, dont le téléphone intelligent, ont quelque chose à voir avec ça? Après ce premier film à ENF, il y a eu une belle époque quand je faisais des petits films sur ce thème. Là, je vous présente ce que j'appelle mes rince-bouches cognitifs. J'en présente 3. Très court. We could use the brain's plastic ability to do anything. The number of senses that we've listed so far is not actually a number. It's unlimited. If we're defining a sense as just consistent input that your brain can process, the sky is the limit on it. We can add any number of new processes that the brain, because it's plastic, will be able to take care of. In a sense, we can augment our existing senses in novel ways. So, Today we're going to be talking about a particularly interesting way of getting to the future, and that's medical time travel. Sounds ominous, but... So I think that idea is brilliant, and it was brilliant when it was come up with in the 1960s, I suppose. Right. Public hearing is set for tomorrow afternoon. Changes To zoning regulations
to prohibit parking personal vehicles on grass in the front yard of homes in unincorporated areas. Donc après ça, j'ai pu faire un clip pour la talentueuse Sarah Toussaint-Léveillé ici à Montréal. Le cœur vide et la tête pleine, comme un escargot qui traîne sa carapace lourde. Un escargot là veut se protéger tellement qu'il trimballe sa peur comme un bagage. Elle t'a mise en quarantaine, cette maladie du cœur qu'est celle de la peur. Ton corps comme un grand fossile de caresses et l'envie d'être ailleurs qu'ici. Il y a tant à voir, mais tu broies du noir et crains la lumière. Donc, tout allait bien, mais une tempête s'approchait. Ça, j'ai pris de Google, c'est pas à moi. Donc, la tempête s'approche. Donc, je vous présente mon échec. C'est la première fois que j'en parle. Une collaboration avec le groupe de métal Arch Enemy. Donc, c'est des gens très inspirants, très sympathiques. L'échec était entièrement ma faute. En prenant un projet d'une telle grandeur, sans équipe ni argent, c'était impossible de faire un bon travail. C'était une opportunité commerciale, peut-être un peu trop. Mais ayant été trop ambitieux, sans ressources, j'ai volé trop près du soleil. Et finalement, le projet s'est un peu éparpillé dans différentes sous-produits, si on veut. Donc, ça n'a pas très bien tourné. J'avais beaucoup de plans pour ça, mais on est pas. We moved on, comme on dit. C'est quoi l'équivalent en français pour move on? La vie continue. Je vais vous montrer un peu ce qui est sorti. C'est un groupe de death metal, mais j'ai pas les droits pour la chanson. Je suis assuré que c'est... On disait, la vie continue. J'ai par contre appris que il faut connaître ses limites. Donc c'était une très bonne conquête de soi, si on veut, parce qu'on apprend mieux. Et il fallait être plus, connaître ses limites et pouvoir être plus soi-même. Donc j'ai essayé d'être plus sincère avec mes propres idées dans le futur, parce que ce n'était pas non plus vraiment ma zone à moi de faire ce type de film. Donc, après l'orage vient le beau temps. J'ai proposé un film de 20 minutes intitulé Turbine à Yelena. Et nous avons commencé un film de 5 minutes. Donc, on peut revenir au rêve du chuchotement à l'oreille dont on avait parlé tout à l'heure. De quoi parle mon film? C'est une tragicomédie romantique à propos d'un homme dont le corps a fusionné avec son avion de guerre et qui n'est plus capable de communiquer avec sa femme. Mais le tout passe par la perspective de la femme, notre héroïne du film.
Donc l'écriture du scénario était une collaboration avec ma productrice, donc Elena et Théodore Rouchev, qui était notre conseiller dramaturgique pour ce projet. Donc le point de départ du film était pour moi une histoire vraie, celle d'un vécu partagé, celui de l'explosion industrielle après-guerre. Joint au rêve, par contre, mon scénario original était une saga long métrage. J'ai commencé avec la perspective d'un observateur détaché, comme dans les émissions Discovery Channel, dans la savane. Mais Yelena m'a poussé à y mettre plus de moi-même en disant « Alex, c'est toi la machine, quelle est ta perspective? Donc, quelle serait ta manière de voir de manière plus émotionnelle ce que la tension machine-humaine pourrait donner. » La version originale était beaucoup plus aliénée et beaucoup plus de distance. Et c'était un cas après l'autre des situations un peu insulées dans un espace sans musique. Et maintenant, c'est beaucoup plus émotionnel, si on peut. Théodore m'a poussé dans le fond des idées pour circulariser le scénario et y mettre une tournure de circonstances ironiques et en écho à mes idées initiales pour un long métrage. L'adaptation a été fidèle mais plus aérodynamique dans sa pureté des idées. Je présente souvent, comme dans le cas de Turbine, des croquis qui aident à visualiser les points principaux de l'histoire, de manière visuelle. Après les croquis, nous avons condensé un solide scénario, lequel peut parfois être réécrit plusieurs fois pour améliorer les caractères dramatiques, la structure et l'ensemble du style. Finalement, c'était une histoire d'amour, celle d'une femme se retrouvant avec un mari qui a une turbine d'avion à la place du visage. Sa quête est de rassembler les morceaux et sauver le mariage. Cette histoire se joue un peu comme un roman savant. L'avion aime la femme aime la turbine au corps du mari, la turbine au corps du mari aime le ventilateur dans la cuisine, se sentant mieux compris par une autre turbine. Nous avons un triangle amoureux dans le style d'une comédie romantique qui séduit par ses dénominateurs d'émotions communes à tout être organique. Dans une tournure étrange, une héroïne tente de reconstituer son mariage, mais se joint à un nœud conjugal qui lui coûtera son humanité. La pré-production est une période pendant laquelle l'équipe a été rassemblée et distribuée. C'est aussi là que les biais visuels ont été conçus. Voici les 4 personnages de Turbine. Donc, premièrement, on a l'héroïne, femme qui travaille dans une usine de munitions. Ensuite, il y a le mari, aviateur, qui a un problème génétique, dans le sens où il est assemblé de manière cellulaire avec son avion. Ensuite, nous avons l'avion au vrai visage. Et bien sûr, nous avons l'antagoniste de l'histoire. Le ventilateur dans la cuisine. La deuxième turbine du film qui inspirera l'intrigue, une dérision adultère. C'est l'antagoniste de cette histoire, cette comédie romantique. Tragicomédie. Donc la production de Turbine était une période suivante, la première, pendant laquelle les éléments visuels ont été fabriqués. Donc on parle de à peu près 3760 illustrations médicales. Ça c'est moi tout seul la nuit, à l'ONF. Donc ces illustrations ont été créées en adoptant la logique de la gravure sur plaque de cuivre. J'en ai une ici. J'avais initialement un schéma, mais je vais vous en parler directement. Donc, c'était une collaboration avec ma mère, Daniela Zekina, juste ici. Et on a travaillé durant cette période ensemble. Donc, c'était un premier partenariat avec ma mère. Donc, ça, c'est la gravure, la gravure sur plaque de cuivre. On connaît ça. Et l'idée était de faire une émulation de ce médium utilisant les outils informatiques. Donc, essayer de créer une version équivalente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas vraiment styliser quand on fait une image. Il faut vraiment penser dans la mentalité de la gravure, dans le sens où on doit finalement... c'est drôle que je m'éloigne pour vous parler, mais en fait, j'étais vraiment projet. Donc,
c'est vraiment l'idée de prendre des décisions conscientes en travaillant avec le médium. Donc, c'est du noir ou du blanc. Et c'était vraiment la meilleure manière de travailler. L'émulation via un programme pour la gravure sur plaque a pu réduire au point binaire. Donc, les décisions étaient conscientes d'imposer un espace négatif au-dessus de l'espace positif pour toute forme. C'est un dessin rationnel cherchant à dépeindre l'irrationnel, soit le rêve avec un langage visuel de nature clinique. D'où l'ironie. Ensuite, la création de l'espace sonore a d'une manière libéré le tout, a donné de l'atmosphère dans le sens littéral. Tous les objets respiraient, vivaient. Cette étape était l'effort de Judith Gruber-Stitzer et Olivier Calvert. Le bruitage de l'équipe de Lise Wetlock, donc voilà Olivier, et bien sûr le bruitage. Bien sûr Jeff et tout le monde de l'ONF qui ont rendu le projet possible. Voilà, donc ça c'est l'exécution de la musique. Ça c'est moi qui regarde à distance. Pendant que quelqu'un trébuche. Donc maintenant je regarde Turbine avec un sentiment de complétude. Et cela grâce à toute l'équipe derrière ce projet. Je vais vous montrer un extrait. Aujourd'hui, on peut vous montrer un extrait du film. Qui est tout frais du four. Fresh out of the oven.
Oui. Presque là. Excusez-moi. Donc voilà. Donc là, ça a été un vrai projet de découverte. Vous voyez que j'apprends à être humain graduellement à travers les émotions. Donc ça a été très thérapeutique. Ça. Voilà. Donc, maintenant je regarde, c'est ça. Donc il y a deux pistes qui se sont alors poursuivies dans ce miroir sur l'inconscient, qui est pour moi Turbine. Ces deux pistes peuvent se traduire en deux questions. Donc, sommes-nous déjà des organismes cybernétiques? Comment les machines pourraient nous envahir, nous révolter notre cellule souche? Ce sont deux questions qui s'avèrent spirituelles autant que physiques. Turbine, c'est avant tout l'homme-machine. Le consensus général est que l'homme-machine devrait être amorphe, apathique, blasé, ferme, froid, et ainsi de suite. Imperturbable, indifférent, insensible. Pourtant, laissant le concept de ce rêve initial se dérouler de manière vernaculaire, sans intervention, les choses se sont développées dans le sens opposé, donc contraire. Et maintenant, on peut attribuer les caractéristiques contraires au personnage de Turbine, film qui est essentiellement un roman savant. Ce projet tenta, comme avec mon film antécédent Focus, à laisser le documentaire saigner à travers la structure rigide du médium, contrôlée qui est l'animation sur papier. Donc, nous avons laissé le thème de l'homme-machine sculpter le narrateur, guider l'histoire par les biais d'une croissance organique naturelle. J'en tire la conclusion que la machine veut graviter autour d'émotions simples, et non pas autour de la froideur intellectuelle d'une calculatrice. L'ordinateur ne pense pas, l'ordinateur sent. C'est une conscience épiderme réactionnaire. Donc, ça a vraiment été la découverte pour moi. Donc, on m'a fait confiance, et elle m'a fait confiance pour faire ce film-là. Et avec son équipe, j'ai pu devenir un astronaute d'essence. J'ai pu faire quelque chose avec amour. Ça, c'est ma représentation de l'ONF. La partie la plus poétique. J'ai passé 1000 cycles terrestres avec 3760 dessins médicaux en introspection, la plupart du temps seul. Maintenant ionisé avec l'atmosphère transcendante de Judith et d'Olivier, ces cadres ont une vie propre et ils me regardent avec des pensées indépendantes, susceptibles à être interprétées par les autres. C'est un sentiment étrange, pour une première fois pour moi, un sentiment postpartum. Merci. Merci beaucoup, Alex. C'était passionnant. Merci Yelena aussi donc, de nous avoir permis de découvrir quelques minutes de ton prochain film. C'est le temps de la discussion. Pour que les questions ou les commentaires soient clairs et entendus, on a donc le micro sans fil. Donc, le procédé consiste à lever la main et on vous prête le micro. Moi, j'aurais peut-être une question pour commencer la discussion. Vous m'entendez? Alex, j'aimerais revenir à la citation de McLaren que tu as donnée au tout début. C'est vrai qu'on peut interpréter de façon différente, et c'est vrai que McLaren lui-même l'a écrit par la suite. Mais il y a quelque chose de particulier dans ton travail, et c'est pour ça que j'aimerais te ramener à cette citation. C'est que moi, quand je lis cette citation de McLaren, je pense par exemple à un film comme Hancock.
le trait est très, très simple, presque abstrait, mais c'est par le mouvement que la poule vit. Ce que je remarque chez toi, c'est un dessin très élaboré où fourmillent beaucoup de détails. Alors, est-ce qu'il n'y a pas comme une tension qui s'opère dans ta démarche entre la nécessité de créer un mouvement et ton désir donc de signer des dessins très élaborés où il y a beaucoup de détails? Est-ce que l'un, finalement, ne risque pas de paralyser l'autre? Ouais. Donc, c'est beaucoup de trial and error, dans le sens qu'il y a eu beaucoup d'essais. Et c'est vrai qu'il y a une tension qui se fait au niveau technique quand on veut faire un mouvement au niveau statique de l'image en jouant avec les formes et les lignes. Et en même temps, le tout doit bouger en termes de visualisation. Et ce qui arrive souvent, c'est que quand on s'aliène de l'ensemble du produit et on regarde le concret, on peut, ça ne finit jamais. Et il y a toujours un besoin qui doit être comblé d'aller encore plus en détail. Mais souvent, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se distancer et regarder l'image en mouvement. Parce que c'est vraiment, pour moi, la découverte, c'est que l'image se sculpte, comme on disait, dans l'espace invisible. Et ça, je ne pouvais pas le faire au début de ma carrière avant de faire quelques erreurs, comme dans les clips que j'avais mentionnés et dans plusieurs essais. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme la rotation d'un vase. Le tout se fait en mouvement, toujours en même temps, de manière uniforme. Donc, il faut vraiment, pour moi, il faut vraiment essayer de ne pas approcher ce médium comme un presse-café, si on veut, une presse de café, où on passe d'une partie à la prochaine sans regarder l'ensemble constamment, de manière cyclique. J'ai des échantillons ici, si vous voulez voir. Merci. Là, on peut les passer. Il y a une question ici derrière. Allô. Je voulais juste savoir pourquoi tu considères que ton travail, ta tempête avec Arch Enemy, ton travail que tu as fait, pourquoi tu considères que c'est un échec? Que ça avait l'air C'est un échec parce que finalement, ça n'a pas pu entrer dans la fonction initiale. Donc, quand on vise et on voit qu'on a mal visé ou on n'a pas pu accomplir ce qu'on avait visé à la base, c'est là que c'est un échec. Il y a eu bien sûr des sous-produits du projet que j'ai pu développer et bien sûr, d'une manière, c'est pas un échec parce que j'ai compris beaucoup de choses. À la base, le clip devait inclure la forme de la chanteuse. Donc c'était un peu, j'avais filmé comme on voyait dans la photo, et l'idée était de l'intégrer, d'un peu sculpter le visage et le corps. Et tout ce qu'on voyait, c'était vraiment dans un wicker man, si on veut. Je ne sais pas comment dire en français. Un peu comme un homme en bois avec plein de personnages à l'intérieur. C'était un peu l'idée. Mais finalement, en pratique, à cause de beaucoup de découvertes techniques, dans le sens où l'image vidéo a son propre tempérament entre les cadres, et il y a un peu comme une dissonance, uncanniness, qui se crée où ce que finalement le rythme vidéo est en conflit avec le rythme du dessin, et ça a fait un peu le désastre qu'on voit dans, par exemple, des films comme Cool World ou Tommy and Jerry. C'est pas des désastres, mais je veux dire, on voit que les deux mondes sont pas vraiment mariés. Donc, c'est plein d'erreurs techniques comme ça que j'ai découvert ensuite. La solution pour ce problème-là était de briser la vidéo et de la traiter avec la même séquence. Et là, maintenant, quand j'en parle, on dirait que c'est naturel qu'il faut mettre ça sur la même séquence que le dessin. Mais quand ça se faisait, il n'y avait pas manière de voir. Merci. Ouais. Ici, une petite seconde, monsieur. Alex, je voudrais savoir c'est quoi la partie la plus difficile de ton processus de création. C'est
faire les dessins, ou numériser tout, ou mettre tout ensemble? En tant que réalisateur, je passe beaucoup de temps tout seul à travailler sur ces, un peu comme ma faune synthétique. Donc c'est un peu pour moi c'est des organismes vivants. Ils ont leur propre nature. Donc souvent ce qui arrive c'est vraiment la communication. C'est tout ce qui a à voir avec le côté social. Pouvoir faire une extension de ses idées pour une équipe, c'est très difficile. Et c'est difficile de toute façon. C'est encore plus difficile si on passe la plupart de la journée à travailler sur des dessins, si on veut. Mais j'ai appris beaucoup avec ce projet-là. Merci. D'accord. J'ai juste une question technique pour Turbine. Il y a comme un aspect call-out un peu, puis j'ai comme lu ce que c'était fait numériquement. Je voudrais juste savoir un peu comment tu as travaillé tes dessins. Donc l'idée était de vraiment faire allusion au data art. Donc la technique se différencie un peu de ce que j'avais fait avant. On voit que déjà l'image est beaucoup moins cyclique, beaucoup moins organique dans ce sens-là, mais organique d'une autre manière. L'idée était de faire des tensions entre ce qui est rationnel, comme un peu une encyclopédie, et ce qui, des fois, peut sortir des barrières de ce qui a été un peu refoulé. Donc, on voit plusieurs exemples. Par exemple, avec la scène avec l'avion qui va se briser dans la fenêtre, il y a un moment où il faut faire une transition de caméra. C'est un peu l'outil de narration visuelle. C'est un peu comme une mouche qui va un peu voler, atterrir quelque part, observer d'une certaine perspective objective et ensuite recommencer à voler à l'ailleurs. Donc c'est une tension qui se forme parce que quand la caméra bouge d'un moment statique au prochain, l'animation devient très très organique. Et c'est cette tension-là qui vient un peu faire écho à la tension entre le corps et la machine. Parce que la machine étant, disons, le côté épuré et structuré. Et en tout cas, c'est comme ça. Je suis dans un moment de réflexion pour tout ce qui est le taux de tension. Oui. Je me demandais si vous aviez vécu pendant le temps que vous aviez créé dans un cocon. Oui. Si vous avez vécu des moments d'inattention en tant que créateur. Bonne question. En fait, j'avais essayé de vraiment, comme l'hydroélectricité utilise l'eau, moi j'utilisais mon propre mode d'inattention pour produire un film. Dans le sens où c'est avant tout un film documentaire. Donc, on veut documenter le processus d'animer quand on ne peut pas se concentrer. Donc, l'idée était d'entendre la bande sonore et de voir, par exemple, comment un mot dans la bande sonore va déclencher un développement qui n'a rien à voir avec l'histoire qui est, en fait, la personne qui parle. Donc, c'est vraiment un documentaire sur ça, moi étant celui qui a un problème d'attention. Est-ce qu'on peut comparer, mettons, les 3D images à Bluetooth, dans le sens que c'est des courtes émissions, donc l'attention est un petit peu élastique, donc si on regarde toujours des courtes images, il n'y a pas de lien conducteur encore au départ, parce qu'en dans un mode de création, le lien conducteur est beaucoup plus tard. Oui. Donc à ce moment-là, ce ne serait pas tant que ça la technologie qui serait problématique, parce que c'est pas dans un univers technologique, mais plutôt, dans le fond, l'élastique, comment il peut s'étirer en fait. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'idée de voir un peu ce portrait. Parce qu'on on avait utilisé un vidéo YouTube, justement, pour faire l'animation. C'était un peu cette vidéo-là. Mais qu'est-ce que ça fait que vous avez pensé à cette comme origine? Ben, j'espère que ça n'a pas eu beaucoup de conséquences négatives sur le monde. Tout à fait. J'espère que ça a été... dans le sens, quelle était l'inspiration pour faire le projet? Ouais. Ben, à la base, j'ai l'impression que tout le monde a... C'est vrai qu'il y a le vrai côté de trouble d'attention, mais il y a aussi le côté culturel, le côté que tout le monde partage un peu. Donc, j'utilisais le mot un peu plus comme ça, dans le sens où c'est quelque chose qu'on a tous un peu en ce moment. Et l'idée est venue comme ça parce qu'il fallait
chercher on avait le choix entre plusieurs bandes sonores. Et ça, c'était une de ces bandes sonores-là qui était vraiment intense. Puis, il y avait beaucoup d'objets. C'est vraiment la bande sonore que j'ai entendue et ensuite l'image. Bonjour. Salut. Salut. Moi j'avais une question en rapport avec la rapidité d'animation. J'avais l'impression que dans Turbine, tu avais choisi une vitesse d'animation qui était un peu plus lente que tes précédents projets. Donc en quoi définis-tu cette rapidité en fait? Je pense que pour Turbine, il fallait un peu solidifier ces énergies, si on veut, dans le mouvement, pour les rendre un peu moins spasmiques, donc un peu moins... ils sont un peu moins conçus pour attaquer l'audience. Donc, dans un sens, pour raconter une histoire, il faut un peu ternir, si on veut, le visuel, pour un peu donner la facilité à des coupés qui sont quand même trustworthy, de nous dire une histoire. Donc si l'idée est constamment en train de... Si l'image est constamment en train d'attaquer, si elle est constamment en train de m'attaquer, je ne peux pas vraiment empathiser et entrer dans un contexte subtil comme à essayer de faire le film Turbine. C'est vraiment un nouveau projet pour moi. J'ai jamais fait ça avant. De vraiment essayer de créer une tragédie ou un drame, encore moins une histoire d'amour. D'accord. Et j'ai une deuxième question, également en rapport avec le côté réaliste, où j'ai l'impression que tu te rapproches de plus en plus sur une réalité où, voilà, où tu te rapproches de l'humain par rapport à tes autres projets. Et pourquoi cette envie de te rapprocher des êtres plutôt que le rêve où au début vraiment tu étais parti dans le rêve et dans cette envie-là? Des dessins comme ceux-là, c'est plutôt un peu comme des schémas émotionnels. Donc, c'est un peu des cartes d'un état émotionnel, émotif. Et quand venait le temps de faire Turbine, il fallait vraiment créer comme une catharsis. Donc, essayer de mettre tous les pions à la bonne place pour dévoiler une histoire. Et pour faire ça, il fallait essayer d'ancrer l'histoire à des choses familières, et des choses un peu moins extraterrestres, si on veut. Et je vais donner un exemple. Même la conception du visage des personnages vient chercher un peu comme une proportion d'enfants pour aller inspirer la sympathie. Donc j'ai essayé de réduire le visage à une rondeur qui est qui facilite l'émotion. Parce que même cette partie-là du projet ne vient pas d'une inspiration spontanée. L'idée était d'essayer de calculer les meilleures proportions pour inspirer une empathie entre les yeux et le nez. Ok, merci. Au plaisir. Oui. Je me demandais... un petit peu, les autres films que tu as faits, tu travaillais beaucoup à partir au niveau de l'audio, tu travaillais beaucoup à partir d'extraits existants que tu animais. Je me demandais c'était quoi ton approche sur l'audio, comment tu as choisi pour l'instrumentation, puis savoir en fait comment tu avais abordé ça. Ben, finalement, c'est comme des collages. Donc, c'est des idées un peu enveloppées déjà. Donc, c'est des idées qui sont en package. Et l'idée, c'est de ne pas trop s'aventurer dans l'écriture du scénario parce que tout le monde a une interprétation qui varie de toute façon. Donc, quand j'utilisais les bandes sonores, un peu les vidéos de self-help videos on the elasticity of the brain, the unlimited potential, toutes ces idéologies finalement que tout est everything is our responsibility. Je trouve ça vraiment intéressant
pour présenter des histoires cycliques. Parce que l'image se répète souvent et on revoit la même image, mais le mot ou l'audio change. Et c'est un peu la tension entre ces deux éléments qui ont un conflit qui a été un peu choisi que l'histoire se fait. C'est un peu ce qu'on disait avant avec la technique elle-même qui cherche à faire des conflits entre l'image et le son. Ouais, ma question, en fait, c'est quand tu as décidé de plus travailler comme ça pour ton nouveau film, c'est quoi comment tu l'as abordé, vu que d'habitude tu travaillais en conflit, puis là, tandis que là, c'est en continu? Oui. C'était vraiment difficile d'apprendre à ne pas travailler avec une narration. C'est l'idée de pouvoir avoir quand même une voix change, ça change vraiment toute la dynamique du projet. Donc, s'il faut vraiment jouer avec la subtilité des mouvements, et si on veut vraiment présenter quelque chose qui ne va pas être interprété d'une mauvaise manière, c'est très difficile à faire. Donc, c'est un peu, le film, c'était un peu comme un manuel Ikea. On a fait plein de trials and errors pour trouver l'ultime symbole de chaque situation. Comme par exemple le train. Si je l'avais fait un peu plus, si j'avais stylisé le train un peu plus, on n'aurait pas la surprise de son mouvement organique, parce que le train lui-même serait déjà dans un univers fantastique. Donc l'idée était toujours de créer cette tension. Une bonne manière une bonne comparaison, c'est vraiment le surréalisme de Magritte. Comparons-le au surréalisme de Dali. C'est vraiment la meilleure manière de voir comment la tension de quelque chose de photoréaliste, dans un contexte dissocié, crée le surréalisme. Si le tout était fluide et multicolore, d'une manière, on va être, OK, on est dans un monde fantastique, tout se peut, le choc est moins grand. Donc c'était vraiment comme un manuel Ikea, le film, à la base. C'est arrangé. En fait, c'est deux questions. La première, c'est est-ce que tu te souviens de quel est le premier film d'animation dont tu te souviens? Puis, lequel t'a le plus inspiré à faire du cinéma d'animation? Mon premier film d'animation que j'ai vu, c'était quand j'étais très petit, c'était Aladdin de Disney, je pense. Donc, c'est mon film, c'est Disney. Et ensuite, plus tard, j'ai découvert beaucoup d'animations. J'ai vraiment aimé le travail de Claude Cloutier. Quand j'étais, donc, je te l'ai déjà dit, mais c'est une de mes inspirations, Frank Meyer, et d'autres comme ça. J'aime beaucoup plus Frank Meyer que Brother Square, par exemple. Pour donner une idée un peu de mon goût, il y a une grande différence, même s'ils sont un peu dans le même univers. Et c'est des films comme ça, j'aime beaucoup La planète sauvage, c'est un de mes films préférés. Il y en a plusieurs. Il y a aussi des films, documentaires, des films live action. Il y a un film en particulier qui m'a beaucoup inspiré, que je ne le conseille pas, c'est un documentaire sur la ferme industrielle qui a été créé en 1950. Donc c'est un film noir et blanc de Georges Anjou, je pense, Le sang des bêtes. C'est un des films que j'ai regardé un temps où j'étais idéologiquement vulnérable, peut-être à 17 ans. Donc ça m'a beaucoup choqué, mais c'était conçu d'une manière très sculpturale parce que c'est un film en noir et blanc. Donc je vous le conseille, mais c'est un film un peu dur à regarder. Et vraiment beaucoup de ce langage visuel est inspiré de certaines scènes documentaires que j'ai regardées. Ça a pris combien de temps pour faire le film Turbine? Ça a pris 2 ans et demi, 3 ans. Mais les dessins, ça a pris 1 an et demi à dessiner. Ça, c'est vraiment long, c'est plus que 3000 dessins. Mais bien sûr, il y en a beaucoup plus dans le film. Donc, l'ordinateur est venu aider où ce que c'était possible. Il y avait j'ai utilisé l'ordinateur souvent. Je n'ai pas dessiné chaque dessin, mais presque. Ça a pris longtemps.
Mon question, c'est sur le sujet des natures comme organiques et médicaux de l'illustration. C'est intéressant, j'ai vu les gravures là, que vous avez circulées comme exemplaire, mais qu'est-ce que vous avez consulté comme inspiration pour les illustrations et la technique de gravure? Consulter des documentaires historiques, comme dans la collection Osler à McGill ou quelque chose comme ça? Oui, exactement. C'est tout ce qui est anything that's not affected by interpretation. Donc l'idée c'est de vraiment chercher le langage objectif, qui se croit objectif, parce que c'est là que c'est intéressant quand quelqu'un est certain que ce qu'il dit n'est pas épuré de toute idéologie. C'est là, on est beaucoup plus sincère quand on essaie d'instruire qu'on l'est quand on fait de l'art, finalement, parce que ça en dit plus sur l'époque. Donc par exemple, je peux donner un exemple. Il y a un artiste qui s'appelle Fritz Kahn, qui fait l'homme-machine et qui vient créer des images qui veulent expliquer le système digestif. Mais il fait une comparaison avec c'est des dessins et on voit un peu tous les gens qui travaillent. C'est un peu comme des petits personnages qui travaillent comme si c'était une usine Ford. Et ça en dit beaucoup sur l'époque et comment on comparait le corps à une machine, parce que le corps n'est pas une machine. Donc quand on veut instruire sur un corps, on vient un peu donner nos preconceptions, nos préconceptions. Et l'idée de ce film-là, c'était vraiment de faire un film moderne, dans le sens où finalement, le personnage de Turbine est un format amélioré de l'être humain. Et il n'y a aucun doute dans le ton du film que c'est une amélioration, it's like an upgrade of that human being. Donc c'est un peu l'idée de chercher ce temps où ce que les gens étaient très certains de ce qu'ils disaient. Parce que c'est des images médicales, but they don't really have the confusion, not the confusion, but they don't have the same tone as images today. C'est des images qui ont été faites dans le temps où c'était écrit, c'était imprimé dans un livre, mais c'était certain, tout était instillé dans une certainté, dans une certainty. Dernière question. J'en aurais peut-être une toute petite dernière, mais plus simple. Là, c'est vraiment un détail. Dans Turbine, il y a une image qui m'a étonné parce qu'elle est très chargée symboliquement en 2018 et je me demandais si c'était venu de ta part, celle de l'avion qui percute un édifice construit en hauteur. Quand on dessine ça, quand on anime ça, quand on filme ça maintenant, évidemment, il y a l'image du 11 septembre 19 qui nous revient. Donc, est-ce que c'était voulu de ta part? On avait mentionné au début comment, dans cette technique-là, il y a une grande conscience pour tout ce qui est the luggage of the audience when they come in. Donc, il y a un peu comme des hiéroglyphes d'émotions et de préconceptions sur chaque image qui nous entoure. Et c'est un peu comme it's like a cooking show, parce que tu viens chercher un peu de toutes ces images subliminales pour créer une expérience. Donc j'étais très conscient au moment où c'était déjà réalisé que cette image venait avec tout ce bagage inconscient. À la base, quand le film s'est fait de manière naturelle, moi aussi je suis sujet de l'époque dans laquelle on vit, et pour moi c'était un hiéroglyphe parmi d'autres parce que j'ai vécu ce moment-là quand j'avais 10 ans. C'est un peu plus tard que je me suis rendu compte que c'était ça, mais c'était pas fait pour créer un satire ou faire it's not a political statement. C'est beaucoup plus one of the ingredients to create that experience, parce que tout le monde connaît cette image. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi. Merci à tous. Donc, merci d'avoir passé cette fin d'après-midi avec nous. Le 23 mars, le vendredi 23 mars, aura lieu une autre leçon de cinéma au NF Sommet, cette fois-ci avec Toril Cove. Ce sera donc l'occasion de rencontrer une réalisatrice exceptionnelle.
Pour le moment, ben écoutez, je vous souhaite donc un excellent week-end, mais si vous voulez préparer votre week-end, on a un très sympathique bar-salon au rez-de-chaussée. Donc, moi, j'y serai d'ailleurs dans 10 minutes, probablement. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci Alex, merci Yelena.